Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. Le Pluraliste est un média associatif qui vit grâce à vos dons. Alors si nos contenus vous intéressent, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, à nos podcasts, mais également nous soutenir via notre page Tipeee ou directement sur notre site internet. Pour cette nouvelle interview dans le cadre de l'élection présidentielle, nous recevons aujourd'hui Nathalie Arthaud, candidate pour le parti Lutte ouvrière. C'est l'occasion pour nous de découvrir ce parti, très peu présent dans les grands médias, ainsi que leurs propositions en vue de l'élection présidentielle. Eh bien, Nathalie Arthaud, merci de nous recevoir aujourd'hui dans ce joli jardin de vos locaux à Pantin. Avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, vous êtes porte-parole du parti Lutte ouvrière depuis 2008. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ou résumer l'histoire du parti Lutte ouvrière ? Alors nous appartenons à un courant, le courant trotskiste, qui comme son nom l'indique, s'est regroupé autour du combat mené par Trotsky contre le stalinisme, contre la prise du pouvoir par la bureaucratie en Union soviétique et la transformation donc de ce régime en dictature. Voilà, donc être trotskiste, pour moi, c'est le seul moyen aujourd'hui de se revendiquer de cet idéal communiste révolutionnaire. C'est justement de réaliser que l'idéal communiste n'a rien à voir avec ce qui s'est passé sous la dictature stalinienne, mais en revanche, elle a tout à voir avec la révolution russe qui s'est déroulée en 1917. Et c'est une vision qui vous oppose par rapport aux autres forces politiques actuelles qui sont communistes ? Le Parti communiste a été justement un de ces nombreux partis qui a été inféodé au stalinisme et à cette dictature pendant des années et des années. Le régime stalinien a utilisé même tous les partis communistes du monde pour mener en réalité sa politique de grande puissance, j'ai envie de dire. Donc, et il a d'ailleurs conduit les partis communistes qui, à leur origine, étaient des partis révolutionnaires, des partis très ancrés, bien sûr, dans la classe ouvrière, mais qui avaient cette perspective de renverser la bourgeoisie, de créer un monde sans exploitation, sans patronat. Eh bien, le stalinisme a transformé en fait ces partis en ambassadeurs, en quelque sorte, du régime soviétique, et il les a même conduits, du coup, à s'intégrer dans ce système capitaliste, et il les a profondément transformés. Il les a transformés en partis réformistes en partis politiciens qui ressemblent par bien des aspects aux autres, au Parti socialiste par exemple. Donc là, pour vous, la manière dont vous décrivez les choses, c'est que le Parti communiste, à l'heure actuelle, a abandonné la vision naturelle et première du communisme. Alors, je ne sais pas si on peut reprendre, si vous voulez, mais en gros, au moment après la Révolution russe, qui a été un séisme qui pour le monde entier, cette révolution russe, parce que non seulement d'abord elle a conduit à l'arrêt de la Première Guerre mondiale, mais en plus elle a fait la preuve que des ouvriers, des paysans, y compris dans un pays arriéré par plein d'aspects, pouvaient prendre le pouvoir. Donc ça a été vraiment un séisme, et ça a été une vague d'enthousiasme dans le monde entier. Pour tous les opprimés, ça a été quelque chose de fabuleux, de se dire enfin on allait être libéré de l'exploitation, de l'oppression. Mais le déroulement et la dégénérescence en fait de cette révolution russe et l'installation du régime soviétique au pouvoir a divisé la famille communiste, en quelque sorte, l'a divisée en deux branches. La branche qui s'est imposée, c'est-à-dire qui a suivi le régime effectivement stalinien, qui a cautionné cette dictature qui a été brutale, qui a été extrêmement dure, qui a éliminé systématiquement tous ses opposants, et puis la branche trotskiste qui réclamait, elle, l'instauration d'une démocratie ouvrière qui s'opposait à la bureaucratie, qui s'opposait à tous ces aspects dictatoriaux. Donc ça a été deux branches, une famille qui s'est divisée là en deux branches.
Et nous sommes les héritiers de cette branche qui a combattu le stalinisme, qui s'est retrouvée d'ailleurs systématiquement persécutée et poursuivie par Staline et qui a été bien sûr marginalisée par tous les partis communistes qui pouvaient y avoir au monde. Donc la création en France de lutte ouvrière remonte à quelle époque ? Alors, tous les courants trotskistes sont nés dans les années 20, ça remonte à très très loin. Et nous, on se revendique de ce courant-là. Et un des fondateurs, et on peut dire que Lutte ouvrière, finalement, a été fondée pendant la guerre. Par des militants trotskistes qui ont lancé un groupe, l'Union communiste, qui est l'ancêtre de Lutte ouvrière. Donc vous voyez, ça remonte à loin. Et ses racines, c'est encore une fois dans ce combat contre le stalinisme et contre cette caricature odieuse de l'idéal communiste. Donc maintenant que on a défini, ensemble vous surtout, le courant trotskiste, personnellement, quel est votre parcours ? Alors moi je me suis engagée à 18 ans en découvrant d'abord les idées de Marx, parce que on parle là du courant trotskiste, mais il faut bien réaliser que Trotsky c'était la continuation du combat mené par Marx, mené par Lénine, donc tous ceux qui avant lui avaient levé le drapeau de cette révolution ouvrière. Tout le 19e siècle a été le siècle des révolutions bourgeoises, et qui avait été d'ailleurs ouvert et de façon ô combien fracassante, je dirais, par la Révolution française. La Révolution française, c'est la grande révolution bourgeoise, qui a porté donc la bourgeoisie au pouvoir et qui a éliminé l'ancien régime. Et tout au long du 19e siècle, ce combat a été mené dans les pays européens et l'ancien régime, les princes, les rois, ont été éliminés au profit de cette nouvelle classe dominante. Bon, eh bien, Marx, qui vivait cette période-là, voyait ce règne de la bourgeoisie se développer, entraînant une révolution industrielle et donc une transformation économique et sociale incroyable. Eh bien, Marx disait, après l'ère des révolutions bourgeoises, viendra l'ère de la révolution ouvrière. Cette classe ouvrière qui est en train de naître, qui est en train de se développer, ce prolétariat, ce monde du travail qui est en train de se développer à l'échelle de toute la planète et qui travaille de cette façon-là aussi collective, où chacun est un maillon de la grande chaîne du système productif, elle porte un nouveau combat, un nouveau type de pouvoir, un pouvoir collectif en elle, et donc viendra l'ère des révolutions ouvrières. Voilà ce que Marx a mis en avant. Il a mis en avant le fait que le capitalisme, ça restait une société basée sur l'exploitation, l'oppression de l'homme par l'homme, et que la classe, que les opprimés, eux-mêmes, contesteraient cet ordre social et le transformeraient et revendiqueraient aussi le pouvoir. Donc Marx a tracé la voie, si vous voulez. Il l'a tracée dès 1848. Avec le manifeste communiste. Et c'est sur cette base-là que les grands partis ouvriers se sont développés pendant le 19e siècle, que Lénine, Trotsky ont acquis aussi ont élaboré leur programme, leur perspective, et c'est ce que finalement la Commune de Paris, déjà en 1870, a commencé à réaliser, et puis c'est ce que la révolution ouvrière et paysanne en Russie a imposé. Voilà, cet idéal-là. Maintenant, effectivement, il fallait un pouvoir ouvrier démocratique, qui puisse subvenir aux besoins d'un pays arriéré. Enfin, tout ça ne s'est pas passé comme... c'était pas un chemin pavé de roses, on va dire, après la Première Guerre mondiale, et la première grande révolution ouvrière a dégénéré en une dictature, et c'est cette dégénérescence-là que Trotsky a voulu combattre. Si on revient là dans le temps présent, donc Lutte ouvrière vous présente d'une certaine manière pour l'élection présidentielle. Quel est le rôle de cette élection pour le parti ?
Nous militons, dans la classe ouvrière, nous militons dans les entreprises. Nous avons une presse d'entreprise, nous sommes présents, nous sommes syndiqués, nous menons les combats que les travailleurs ont à mener. Ça, en permanence, au quotidien, nous militons comme cela et nous militons en direction du monde du travail et dans les quartiers populaires parce que nous sommes convaincus que ceux qui changeront cette société et ceux qui émanciperont finalement les exploités, ce sont les exploités eux-mêmes, ce sont les travailleurs eux-mêmes. Donc pour nous, ceux qui détiennent la clé, ce sont les travailleurs au travers de leur combat. Donc on milite en quotidien, directement en nous adressant aux travailleurs avec qui on travaille, avec qui on vit. Maintenant, une campagne comme la campagne présidentielle, c'est l'occasion de mener ce combat aussi, du haut de la tribune électorale, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous entendez par les travailleurs ? Parce que on a des mots qui désignent des classes, mais en réalité, la société, c'est toute une infinité de points qui sont dans une continuité. Où est-ce que cette classe des travailleurs commence ? Où est-ce qu'elle s'arrête ? Qui sont les gens que vous incluez dedans et ceux que vous rejetez de cette catégorie de travailleurs ? J'ai envie de dire que pour moi, les travailleurs, c'est d'abord ceux qui s'incluent dans le camp des travailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont conscients d'être dépendants de ceux qui détiennent les moyens de production, ceux qui sont conscients de devoir vendre leur force de travail, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit manuelle. Et en réalité, c'est le cas de l'écrasante majorité des femmes et des hommes aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire de ne pas pouvoir vivre de leurs capitaux. Et d'être bien forcés à un moment donné de vendre une partie essentielle de leur temps à un patron, petit, moyen, grand, qui va exploiter cette force de travail. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas conscient de cette exploitation, ou en tout cas, même s'ils en sont conscients, ça leur va, parce qu'ils considèrent que c'est normal, que c'est dans l'ordre des choses, c'est quasiment naturel, ils considèrent ça. Et puis parce que certains sont aussi bien payés, il faut le dire. Certains sont très bien payés et se disent que finalement leur sort n'est pas... Mais non, il n'empêche qu'objectivement, ils appartiennent au monde du travail. Alors, ce monde du travail, il recouvre effectivement une grande variété. Et depuis Marx, il s'est énormément complexifié. Il y a des métiers qui sont apparus, et puis il y a des statuts différents. Mais pour moi, le monde du travail, il va de la femme qui élève ses enfants à la maison pendant toute une partie de sa vie, qui ensuite est condamnée à des petits boulots, jusqu'au pilote d'avion, en passant par l'intérimaire et celui qui va galérer entre période de boulot, petit chômage, période de chômage, précarité. Enfin bon, il inclut ces fameux auto-entrepreneurs à qui on fait croire qu'ils sont leurs propres patrons, mais en fait qui dépendent complètement des puissances, du grand capital, j'ai envie de dire, parce que quand ils dépendent pas d'un donneur d'ordre, ils dépendent du banquier, qui veut bien leur apporter quelques fonds. Donc pour moi, voilà, le monde du travail, c'est ce monde-là. Bon, Marx, il en avait une définition très très simple, encore une fois, voilà, celui qui vit de son labeur et qui n'a pas d'autres moyens de subvenir à ses besoins. La classe capitaliste, elle, vous comprenez, elle lègue à ses enfants, ses petits-enfants, de telles masses de capitaux qui n'auront jamais à travailler de leurs 10 doigts, qui n'auront jamais à se poser le problème d'aller se faire exploiter quelque part. Leur argent leur suffit, il peut fructifier tout seul en étant placé par-ci par-là. Là, on a une classe, la classe capitaliste, qui non seulement s'enrichit de façon éhontée, mais qui dirige les entreprises, qui prend les décisions, les grandes décisions économiques qui vont structurer notre appareil productif. Donc pour vous, même s'ils n'en ont pas conscience, tous les gens qui appartiennent à la classe des travailleurs ont des intérêts objectifs communs. Eh oui. D'ailleurs, vous savez, dans cette pandémie, les ingénieurs qui ont été gentiment poussés dehors par Airbus ou par Air France, ou encore dans l'automobile, réalisent qu'en en fait, ils ne maîtrisaient pas toute leur vie et qu'ils étaient eux aussi assis sur un siège éjectable. Voilà, ils l'ont mesuré. Alors, c'est dans une certaine situation,
hein. Un ouvrier, un intérimaire, il le mesure tous les jours. Il le réalise tous les jours. Et moi, je pense que effectivement, la capacité de révolte, bien sûr qu'elle vient de ceux qui sont les plus exploités et les plus opprimés, de ceux qui n'ont pas honte de se revendiquer de la classe ouvrière et du prolétariat. Mais encore une fois, moi, nous, tout notre combat, et pourquoi nous nous appelons lutte ouvrière, c'est précisément parce qu'en réalité, on a de quoi être fier d'appartenir au monde de ceux qui font tourner la société, qui œuvrent, qui travaillent pour cela. Alors je vous arrête, là j'ai beaucoup de questions. Vous avez parlé du grand capital, comment est-ce que vous le définissez de la même manière des gens qui peuvent avoir des entreprises florissantes mais qui sont partis de leurs propres moyens, c'est quand même pas tout à fait la même chose que des dynasties familiales. Ou est-ce que pour vous c'est une grande et même catégorie? De toute façon, il ne s'agit pas d'un jugement moral, hein. Il ne s'agit pas de vengeance ou je ne sais quoi. C'est le problème, c'est que on est dans un système où ce que j'appelle le grand capital, qu'on pourrait résumer par ces multinationales, tous ceux qui ont un poids tel qu'ils dominent leur secteur économique, qu'ils soumettent, y compris des entreprises sous-traitantes qui travaillent pour eux, qui ont autour d'eux des petites entreprises qui vont travailler pour eux. Bon, cela, c'est une puissance sociale. Ce grand capital, non seulement il concentre l'argent, les capitaux, mais en plus il a une puissance sociale parce que ses décisions, à lui, vont impacter parfois une région entière, et si ce n'est pas un pays entier. Donc quand je parle du grand capital, oui, je parle de ces multinationales qui emploient non seulement en direct des dizaines de milliers de femmes et d'hommes, mais qui font aussi, qui ont sous leur dépendance nombre d'entreprises petites et moyennes. Voilà. Et je pense que ce grand capital devrait être dans nos mains à tous, devrait être géré, devrait être organisé, piloté par des choix collectifs et démocratiques. Voilà. Parce qu'ils ont un tel poids. Vous avez expliqué que donc lutte ouvrière s'adresse particulièrement aux ouvriers aux travailleurs que vous militez sur le terrain, mais finalement c'est presque plus le travail d'un syndicat de rassembler les travailleurs. Quelle relation est-ce que lutte ouvrière entretient avec les syndicats, mais quel regard vous portez sur le paysage syndical à l'heure actuelle ? Les syndicats ont pour but de défendre les intérêts professionnels des salariés, donc dans le cadre de ce système. Pas seulement. Si ma mémoire est bonne, la charte d'Amiens, elle définissait aussi que les syndicats portaient une vision politique générale de la société, et que le syndicalisme en France a pas seulement vocation à défendre les intérêts au moment T des salariés dans l'entreprise. Alors, vous savez, beaucoup d'eau est passée sous les ponts depuis la charte d'Amiens, hein, et aujourd'hui, il suffit d'écouter les dirigeants syndicaux pour bien comprendre qu'ils circonscrivent leur combat dans un cadre très spécial, hein, c'est-à-dire qu'ils actent. Ils actent comme un fait, et c'est un fait, que aujourd'hui les entreprises sont entre les mains de leurs propriétaires, et c'est dans ce cadre-là, avec un rapport de force, qu'il faut essayer de rééquilibrer les choses de façon à ce que les travailleurs soient respectés. Bon, nous on pense qu'il faut cette perspective politique qui vise à ce que les travailleurs ne se satisfassent pas de leur situation d'exploité, mais et se disent finalement on fait tout tourner dans cette société, c'est aussi à nous de la diriger, c'est aussi à nous de prendre le pouvoir. Donc en fait cette perspective politique, elle ne peut être véritablement défendue que par un parti politique qui a une vision qui se pose la question de comment doit être organisé l'ensemble de la société. Mais par exemple, au sein de la CGT, je pense par exemple aux manifestations à la SNCF, il y a quand même une vision de ce que doit être le service public national.
On n'est pas seulement dans la lutte en réaction à une mesure qui serait annoncée par le PDG de la SNCF. Alors c'est vrai qu'il y a cette idée que le service public doit être au service de la population, etc. Oui, bien sûr, le syndicalisme porte aussi ce type d'idée-là, mais les communistes révolutionnaires que nous sommes, ils considèrent que tout devrait fonctionner comme un service public. Tout, surtout les grandes branches de l'économie, surtout les grandes multinationales, surtout les grosses, les grandes entreprises. Encore une fois, ceux qui gouvernent l'économie devraient être utilisés. Les GAFAM, ces fameux GAFAM, qui concentrent un tel pouvoir. Non seulement ils concentrent énormément d'argent, mais ils concentrent un pouvoir inouï sur la population. Maintenant, ils sont capables même de contrôler quasiment la population mondiale. Nous pensons qu'ils devraient être mis au service de la population, chercher à répondre aux besoins de chaque être humain sur cette planète. Voilà, et devraient être collectivisés en quelques mots. Et on devrait s'en servir. Sans quoi, on est dans une société qui marche sur la tête. Parce que, la Californie, par exemple, qui a été le berceau de ces grands groupes, eh bien, elle n'est même pas capable aujourd'hui d'entretenir son réseau électrique, ce qui crée, par exemple, les feux de forêt, ce qui va participer à la destruction de la planète, etc. On marche sur la tête. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des potentialités scientifiques et des potentialités techniques, mais énormes, au point que maintenant, certains capitalistes veulent développer le tourisme spatial, par exemple. C'est en train, oui. Voilà. Et on est infoutu de mettre à disposition d'un problème aussi simple que de nourrir tous les êtres humains sur cette planète. On est infoutu de mettre ces moyens techniques à la disposition de cet objectif. Vous voyez, donc la société, elle marche sur la tête. Et pourquoi ? Parce que ceux qui dominent et qui ont droit de propriété sur ces groupes, c'est des capitalistes privés qui ne cherchent que leur intérêt. Et pour qui, répondre aux besoins de tout un chacun, respecter la planète, voir plus loin que le bout de leur portefeuille, ça fonctionne. Voilà, c'est pas leur problème. Voilà, donc pour moi, quand je parle de ce grand capital, je parle de ça, je parle de cette puissance, toutes ces puissances économiques et financières. Mais vous savez, en réalité, c'est quelques milliers de groupes sur la planète. Moi, je suis convaincu que si on contrôlait ces quelques milliers de groupes sur la planète, on aurait la clé pour réorganiser toute l'économie, la réorganiser sur des bases rationnelles, pour qu'il n'y ait pas cette zizanie là, par exemple, sur les puces électroniques, ces marchés avec cette volatilité des prix pour le pétrole, parce que là, on pourrait l'organiser, c'est-à-dire planifier. Déjà se poser la question de à quel besoin on veut répondre, et on ne veut pas seulement répondre à quelques caprices de riches, mais à quel besoin on veut répondre. Et là, chacun aurait son mot à dire et on répondrait aux besoins de l'humanité, d'abord les besoins vitaux, et en face de ces besoins-là, on mettrait les moyens qui existent. Ce qui est fou, et moi, ce qui fonde mon combat, ce n'est pas seulement ma révolte face aux injustices et aux inégalités, c'est cette conviction que les moyens, on les a, ils sont là. Ils sont là, les moyens pour régler le sous-développement, la malnutrition, pour qu'il n'y ait pas ce dénuement, pour que on ne saccage pas la planète. On reviendra un peu par la suite sur le détail de vos propositions. Là, vous avez expliqué tout à l'heure que vous comptiez principalement sur justement les travailleurs les plus exploités. Bon, il y a ce paradoxe à l'heure actuelle que le taux de syndicalisation a quand même chuté. Enfin, j'ai regardé, donc c'était 30% en 1949, c'est de l'ordre de 10% aujourd'hui. Les gens qui sont les plus exploités sont aussi ceux qui sont le moins mobilisés. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution ? Alors, si je vous disais que les travailleurs ont mené leur plus beau combat dans une période où les syndicats n'existaient quasiment pas.
voyez, si vous voulez, en tout cas, il n'y a pas de lien de cause à effet. Hein. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Il y a quand même un pouvoir de mobilisation qui est beaucoup plus, enfin, qui est renforcé. Écoutez, regardez même les derniers mouvements et les dernières mobilisations qui n'ont pas été des mobilisations massives dans le pays, parce que les Gilets jaunes ou les manifestations qui ont eu lieu là ce samedi n'ont pas non plus réuni des millions de salariés, ce qui avait été fait en mai 68 ou ce qui avait été fait en mai-juin 1936. Il s'agissait de millions, c'était des mobilisations d'un autre niveau. D'un autre niveau, il faut quand même le garder en tête. Mais il n'empêche que ces coups de colère et ces mobilisations importantes, et en tout cas les plus importantes de ces dernières années, n'ont pas été appelées par aucun syndicat. Vous voyez ? Donc moi je suis convaincue que la capacité de révolte, quand la coupe est pleine, quand ça devient insupportable, eh bien je peux vous dire que la révolte elle peut partir. Voilà, et ça c'est vrai en France, c'est vrai dans plein d'autres pays. Toutes les périodes révolutionnaires, vous savez, elles ont été déclenchées par des coups de colère. Donc c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous appelez de vos voeux, d'une certaine manière ? De toute façon, moi je sais pas c'est pas le fait que j'appelle ça de mes voeux, c'est que je pense que ça se passera forcément comme ça. Ça se passera forcément comme ça. C'est-à-dire, moi je ne peux pas imaginer que l'écrasante majorité des femmes et des hommes sur cette planète se laissent piétiner comme ça, se laissent affamer. Et je pèse mes mots, parce que c'est ça, pour une partie de la planète, se laisse comme ça se laisse enfermer dans la misère sans qu'il y ait de réaction. Il y aura des réactions, il y aura forcément des réactions. Et ces réactions-là, eh bien, moi, ce que j'espère, c'est qu'elles auront des perspectives politiques. Elles auront des perspectives politiques. C'est-à-dire ceux qui se mobiliseront sauront contre qui se tourner et ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent viser. Et moi, ce que j'espère, et c'est pour ça d'ailleurs que j'essaye de construire un parti révolutionnaire, c'est pour populariser cet objectif, que si on ne s'attaque qu'aux politiciens, qu'à des sous-fifres, qu'à des marionnettes du genre de Macron, on ne changera pas les choses. En réalité, il faut attaquer les véritables responsables, ceux qui dominent, ceux qui sont les maîtres du monde, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête, ces actionnaires qui sont à la tête de ces multinationales, qui sont présentes à l'échelle du monde et qui agissent comme un rouleau compresseur, en fait, sur toute la société. Donc moi je porte cette politique-là. Je sais que les organisations syndicales, elles sont très 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 loin elles ont abandonné cette perspective-là depuis fort longtemps, en fait, depuis fort longtemps. Et que ce soit la CGT, que ce soit la CFDT, enfin toutes les organisations syndicales ici en France, non, elles sont intégrées au système. Elles ne cherchent plus à le renverser, le système. Elles cherchent à avoir leur mot à dire, à avoir un peu de poids dans les négociations, etc. etc. Bon, mais c'est pas du tout à la hauteur du problème. Quand vous dénoncez le pouvoir des actionnaires, là, de la même manière, des gens qui détiennent des actions, il y a aussi les gens qui ont un peu d'économie, qui vont essayer de les placer. Enfin, vous vous focalisez plutôt sur les fonds d'investissement, par exemple ? Mais ils n'ont aucun pouvoir. Le petit porteur, le petit salarié qui a investi quelques économies en achetant une dizaine, une centaine d'actions ici ou là, il n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas lui qui va avoir son mot à dire au conseil d'administration. C'est pas lui qui... vous savez, ça me fait penser à cette espèce de... Comment dire d'intox sur l'actionnariat salarié. Ah voilà, les salariés, comme ils possèdent quelques actions de leur groupe, ils vont eux-mêmes, en gros, se tirer une balle dans le pied en demandant que leur groupe soit le plus rentable possible, etc. Mais ça se passe pas comme ça, parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire en réalité, et puis parce qu'ils vivent de leur salaire avant que de vivre de leurs quelques actions qu'ils ont ici ou là. Non, les actionnaires dont je parle, c'est bien sûr les actionnaires qui vivent de tout leur placement, mais parce que, vous comprenez, il y a actionnaires et actionnaires. Là, si on parle de Bernard Arnault, sa fortune, elle dépasse les 100 milliards. Les 100 milliards. Vous vous rendez compte ? Enfin, moi, j'ai la somme en tête, mais je réalise même pas ce que ça veut dire, 100 milliards. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Alors, vous pouvez me parler des petits porteurs qui ont 10 000 ou 100 000 euros, mais même 100 000 euros. Mais c'est rien
par rapport à la puissance que concentrent quelques dizaines de milliers de familles bourgeoises et qui dominent véritablement au travers de tous les groupes, parce qu'ils sont en plus présents dans plein de conseils d'administration différents. Hein. Donc là, on a des gens en chair et en os qui prennent des décisions, et ces décisions, moi, je les conteste. Et je pense qu'il est absolument anormal. Alors on nous bassine avec la démocratie, etc. Mais vous voyez, pour ce qui est des décisions qui engagent la vie de millions de salariés et qui engagent l'avenir de la société, l'avenir de la planète, là par contre, il n'y a pas de démocratie qui tienne. Hein. Voilà, c'est propriété privée, chasse gardée. Chasse gardée, propriété privée, oui, c'est ça. Donc chasse gardée, on n'entre pas. Je suis intrigué par le fait que vous considériez que donc le président de la République actuel est un sous-fifre et pas véritablement le responsable, parce que ça m'incite à me demander si vous croyez vraiment à la politique en fait. Parce qu'on peut aussi bien considérer que les hommes politiques finalement et le président de la République, il a quelque part les moyens de sa volonté, et que si réellement il y avait au pouvoir quelqu'un qui voulait prendre des mesures fortes pour amorcer un changement de système, ce serait possible. Le bras de fer, il est possible à mener. Et... Parlons-en des pouvoirs d'Emmanuel Macron. C'est sûr qu'il a le pouvoir, par exemple, de suspendre les aides-soignantes, les infirmières qui ne veulent pas se faire vacciner. Ça, c'est sûr. Il a ce pouvoir-là. Il ne s'en prive pas, il l'actionne, il fait tomber la sanction. Ah ça, pour nous dire comment nous devons vivre, nous, les petites gens, comment on doit se confiner, comment on doit... qu'on n'a pas le droit d'aller voir nos parents en pleine pandémie, même s'ils sont en train de mourir. Ah ça, il a le pouvoir. Ça, c'est sûr, il a le pouvoir. Il a le pouvoir sur nous, oui, d'accord. Mais est-ce qu'il a le pouvoir sur les Big Pharma ? Il a le pouvoir d'obliger les Big Pharma de lever les brevets sur les vaccins ? Non, mais justement, ce pouvoir-là, il ne l'a pas. Il ne l'a pas, ce pouvoir. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir sur nous, les opprimés, mais il n'a pas le pouvoir sur ceux qui commandent. C'est un très bon exemple, parce que justement, aux États-Unis, qui est un pays extrêmement libéral et où les grands groupes justement pharmaceutiques ont un grand pouvoir, le président Biden a proposé que les brevets soient rendus publics. Donc ça montre quand même que si un homme politique arrive avec la volonté de proposer des mesures fortes, c'est possible. Mais vous avez quand même vu qu'il ne l'a pas fait et qu'il ne le fera pas. Vous avez vu qu'il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait justement parce qu'en Europe, la France s'est opposée à l'idée directement, entre autres. Vous savez, je crois que là, non, vous n'avez pas la mesure des choses. Si les États-Unis décident, ne vous inquiétez pas que la France, elle va suivre. Hein. Non, s'il y a un maître du monde, c'est quand même bien les États-Unis. Je vous rappelle également que Pfizer, c'est pas français, c'est américain. Hein, que ces Big Pharma, on peut parler aussi de Moderna. Hein, Moderna, la même chose. Donc non, Biden, c'est un exemple excellent. C'est-à-dire que là, il a fait de la démagogie, effectivement, sur cette question de la levée des brevets. Mais parce que c'était d'ailleurs pas que de la démagogie, parce que c'est un vrai problème qui se pose à eux. Hein. Ils le savent, ils savent mieux que vous et moi, que si on ne vaccine pas la planète, on risque d'avoir un variant qui va nous revenir dans la figure comme un boomerang, et qu'en réalité, il serait de notre intérêt collectif commun, et même de l'intérêt des capitalistes, pour que le système tourne, qu'il y ait une vaccination mondiale. Ils le savent, les dirigeants politiques, ils en sont conscients, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Donc, il a exprimé cela, mais il n'a pas les moyens de le mettre en œuvre. Parce que il ne veut aucunement gêner le business des Big Pharma. Il veut les contraindre à rien, et il ne les a contraints à rien. Il n'y a pas de réquisition. Vous comprenez que c'est quand même impressionnant comment ils peuvent décider de nos vies à nous. Ah, nous, ils peuvent même nous réquisitionner, même physiquement. Physiquement, ils peuvent nous réquisitionner. Hein. Moi, je suis prof, mais dans la santé, il y a des réquisitions. Hein. Mais alors, réquisitionner des usines pharmaceutiques alors même
que ces usines ont été construites avec l'argent public, parce que en fait, ce qui est fou, c'est ça aussi, c'est que ce vaccin, il a été trouvé grâce à des fonds publics, il a été produit grâce à des fonds publics, etc., etc. Et ben ça, ils peuvent pas le faire. En réalité, ils sont, que ce soit Biden, que ce soit Macron, que ce soit Johnson, que ce soit Merkel, ce sont les serviteurs de ce grand patronat et de ces grands actionnaires et de ces grandes familles bourgeoises. Ils n'ont pas le pouvoir sur ces grandes familles bourgeoises. Moi, j'avais été frappée aussi par une image, et je vous laisse y réfléchir. Vous savez, quand Nicolas Sarkozy, une fois élu, il avait été invité par Bolloré sur son yacht. C'est Bolloré qui a invité Sarkozy sur son yacht. C'est pas Sarkozy qui a invité Bolloré sur son yacht. Vous comprenez le rapport, là, de domination et de supériorité? Dans quel sens il fonctionne? Il fonctionne dans le sens que c'est effectivement la bourgeoisie qui domine. Et c'est elle, la puissance invitante, si vous voulez. Vous pensez pas qu'il y a des circonstances dans lesquelles le rapport de force est susceptible de changer? Par exemple, après la crise de 29 aux États-Unis, Franklin Roosevelt a mis en place ce qui s'appelait le Glass-Steagall Act, donc la loi de séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement. C'est une mesure aujourd'hui qui apporterait une solution au fait que ce soit plus les citoyens qui soient obligés de renflouer les banques en cas de grande crise financière. Alors on est quand même là dans les années 30, mais ça montre quand même que dans un certain contexte, les hommes politiques peuvent se ressaisir et établir un rapport de force qui leur permet de justement apporter de la contrainte au système financier et au grand capital tel que vous l'expliquez. Vous savez, même ces mesures-là du New Deal et de séparation ou de contrôle des grands trusts, toutes ces mesures-là ont même été demandées par les bourgeois eux-mêmes, qui ont été confrontés à l'écroulement de leur propre système. Il y a des situations, parce que justement, le propre, si vous voulez, de ces capitalistes, c'est d'être totalement irresponsables et de scier la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis. Ça, on le voit régulièrement parce que c'est le principe même de la spéculation, de l'accumulation. On continue de spéculer. On sait très bien qu'à un moment donné, le krach surgira, mais tant qu'il y a de l'argent à faire, on y va. Donc voilà, c'est le système. Et puis, quand il y a le krach, là, oui, ils sont prêts à voir intervenir l'État, à ce qu'ils remettent en place un certain nombre de règles, qu'ils assainissent un peu la situation. Et puis ensuite, c'est reparti toto. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que depuis 29, je vous ferai remarquer qu'on en a vécu un certain nombre d'autres crises financières. Donc, non, j'ai pas... Vous voyez, même en 2008, alors moi je me souviens du discours de Nicolas Sarkozy, on va contrôler la finance, c'est fini cette spéculation, et puis d'ailleurs c'est fini les paradis... les paradis fiscaux, alors on va serrer la vis, etc. etc. Mais franchement, on en rit aujourd'hui, on en rit. La spéculation, elle a atteint des sommets, mais encore bien plus importants que ce qu'il y avait en 2008, vous voyez. Donc non, encore une fois, le pouvoir de ces dirigeants, c'est oui, de nous mener à la trique, nous, les exploités, le monde du travail, oui d'accord, mais ils n'ont pas de pouvoir sur ces grands groupes, aucun pouvoir. Et en fait, ils en sont les commis, si vous voulez. Vous savez, c'est comme une mafia. Il y a les chefs mafieux et puis il y a les petites frappes. Bon voilà, les politiciens font partie de ces petites frappes. Alors vous posez la question de et moi là-dedans, pourquoi est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Clairement, moi je me présente pas à la présidentielle pour devenir présidente de la République. Je suis une des rares, je pense, candidates à me présenter et qui ne veut pas être présidente. Vous pouvez le garder, ça. Parce que, oui, je le dis, je le revendique. Parce que moi, je ne veux pas être la gestionnaire de ce système capitaliste. Je pense qu'il faut qu'il soit renversé. Et je pense que les travailleurs, ils peuvent le renverser. Voilà. Et je me sers de cette campagne, je me sers de cette tribune, de cette présidentielle pour le dire. Et je suis tout à fait légitime de mener, de prendre la parole dans le cadre de cette campagne où chacun mène son combat politique.
en fait, que les derniers présidents de la République aient plutôt été favorables au libéralisme et continuer ou en tout cas n'est pas chercher à apporter de grains de sable, c'est une chose, mais la question porte plutôt sur la possibilité que quelqu'un qui émergerait et suscite vraiment un élan populaire, arrivé président, puisse quand même, en bénéficiant peut-être du soutien de la population, de lui justement mettre en marche la machine pour justement prendre des mesures qui apporteraient des limites. Limites, une régulation, un contrôle du capitalisme pour qu'il n'aille pas trop loin. Et puis pour qu'il lâche un peu quelques miettes, un petit peu plus de miettes. Hein. Mais alors... c'est pas une solution pour vous. Non, mais vous posez la question comme si ça n'était pas déjà arrivé. Sauf qu'on en a des exemples historiques de ce type-là, hein, d'hommes arrivés au pouvoir sur la base d'un élan populaire, d'un certain rapport de force. Moi, je pense par exemple à Allende au Chili. Hein, tout ça, ça a fini par un coup d'État et par l'instauration de la dictature de Pinochet. Mais je pense beaucoup plus proche de nous, ça parlera peut-être plus aux auditeurs. Je pense à Tsipras, en Grèce. Combien y a-t-il eu d'élections ? Il a appelé, je crois, 3 fois au vote. 3 fois, pour le soutenir, pour lui donner de la force, pour bien montrer que voilà, le peuple grec, il voulait ça. Et il a eu à chaque fois l'assentiment, la mobilisation, etc. Et alors ? Vous croyez que la Troïka a été sensible à cette leçon démocratique ? Rien du tout. Les banques, elles ont fermé. Hein, la Troïka a dit, si c'est comme ça, nous, on ferme les robinets. Et puis, Tsipras, qu'a fait Tsipras ? Il a fini par retourner, excusez-moi, j'ai revu ma copie. Voilà, hein, les retraites, je verrai plus tard. La revalorisation des allocations, je laisse tomber. La subvention pour les plus pauvres, pour qu'ils nourrissent leurs enfants. Bon, les hôpitaux, j'abandonne tout ça. D'accord, je vais faire ce que vous m'avez demandé de faire. Voilà ce qui s'est passé en Grèce en 2011. C'est pas si loin que ça. Il faut s'en souvenir de tout ça. Parce que c'est pas la population qui a été défaillante là-dessus. Elle a répondu présente à chaque fois. Y compris en manifestant, y compris en se mobilisant, avec des journées de grève générale. Elle n'a pas été défaillante. Mais Tsipras, qui a fait croire que grâce à ça, il aurait le rapport de force pour aller négocier à l'Union européenne, auprès de la Troïka, des banques européennes, il les a trompés. Parce que ça ne marche pas comme ça. Parce que ce capital, il ne se plie pas à la volonté démocratique. Il a une logique. Il a prêté son argent. Cet argent doit faire des petits. Hein. La dette, elle doit être payée. Hein, on a évoqué tout à l'heure le mouvement des Gilets jaunes. Quel regard vous avez porté sur l'émergence de cette colère populaire et puis l'issue également, les revendications, par exemple, d'une volonté d'un référendum d'initiative citoyenne. Pour vous, du coup, dans votre logique, j'imagine que c'est pas du tout suffisant ou qu'en tout cas, ça cible pas justement la bonne cible ou le bon endroit. Un référendum d'initiative citoyenne pourquoi ? Alors, il y a plusieurs versions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Des mouvements sont par exemple favorables au fait que les citoyens puissent initier des changements de la Constitution en ayant la certitude que chaque changement de la Constitution soit adopté par référendum, par exemple. Mais vous savez, dans la Constitution, il y a par exemple le droit au travail pour chacun et chacune. Dans la Constitution, il n'y a même pas besoin de la changer. C'est inscrit en toutes lettres dans la Constitution. Dans la Constitution et dans ô combien de lois, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a aussi le droit au logement. Il y a même une loi, la loi Dallot, pour inscrire dans le marbre, n'est-ce pas, dans le marbre, le droit au logement. Mais quelle est la réalité de cela ?
Ça, justement, si les citoyens avaient la possibilité d'initier des changements de la Constitution, ils auraient la possibilité de faire en sorte que ce qui est écrit dans la Constitution soit réellement mis en place par des lois. Mais comment, alors que ces lois elles existent là, regardez même dans les entreprises, vous savez, la, cette loi, tout travail mérite salaire. Hein, dans combien d'entreprises cette loi-là n'est pas appliquée? Elle n'est pas appliquée parce qu'on fait des heures supplémentaires, on n'ose même pas demander qu'elle soit payée, parce qu'on a tellement peur, parce que le rapport de force il est tellement en faveur du patronat qu'on a peur. On a peur qu'en revendiquant, en demandant juste son simple droit, eh bien on se fasse remarquer, qu'on soit finalement mis sur la liste rouge. La réalité sociale, c'est ce rapport de force-là. C'est ce rapport de force-là, et c'est le rapport de force entre des classes sociales. Il y a ceux qui ont l'argent, ceux qui ne l'ont pas. Il y a une classe sociale qui dépend de ceux qui détiennent les capitaux. Et cette situation-là subordonnée, elle caractérise toute la situation aujourd'hui. Pour faire valoir nos droits, mais même les droits existants, je dis bien existants, faut se battre en fait. Il faut se battre. Donc moi, effectivement, c'est pas la Constitution qui nous protège, ce ne sont pas les lois qui nous protègent, c'est notre capacité de nous organiser collectivement et de réagir collectivement. La loi, c'est un point d'appui qu'on peut utiliser même devant les tribunaux si on veut. Mais combien il y a de salariés qui se font d'abord éjecter de l'entreprise, qui se font mettre dehors, ensuite la loi reconnaît que c'est un licenciement abusif, mais ils sont quand même dehors. Ils ont perdu leur gagne-pain. C'est ça la réalité. Donc ce qui va nous protéger, ce qui peut nous protéger et nous faire avancer réellement, c'est que le monde du travail renoue avec les luttes qui ont toujours fait leur force en fait. Leur force, mais qui est une force collective. Donc les principes que vous prenez dans cette campagne... Moi j'ai trouvé ça dommage, vous voyez, que les Gilets jaunes, qui précisément ont fait l'expérience de la force qu'ils pouvaient avoir et de l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la vie politique, en se mobilisant, en tenant la rue, en s'invitant dans le débat politique, avec leurs manifestations, avec leurs assemblées sur les ronds-points, avec leurs réunions, etc. Ils ont découvert ça. La force de l'organisation collective, des femmes et des hommes qui étaient parfois éloignés justement des syndicats ou même du collectif parce que ils étaient retraités ou parce qu'ils travaillaient dans des toutes petites entreprises ou parce qu'ils étaient intérim, précaires, etc. Voyez. Donc ils ont fait la découverte de cela et au bout du compte, ça se termine par il faut aller voter pour un référendum. Mais non. Garder cette conscience que finalement ce qui a fait votre force, ça a été de prendre la rue, de prendre la parole, de vous imposer, de vous battre pour vos intérêts. Voilà. Et moi, je pense que ce qui a manqué finalement dans ce mouvement, c'est une politique claire que, à la fois on a à combattre Macron, mais on a aussi à combattre derrière tout un patronat qui ne veut rien lâcher sur les salaires, rien lâcher sur les conditions de travail, rien lâcher sur les emplois. Est-ce que vous avez essayé d'organiser des débats avec des initiateurs ou des figures un peu du mouvement des Gilets jaunes pour justement confronter vos points de vue? Mais pourquoi avec des initiateurs ou des figures? Avec des femmes et des hommes qui étaient dans le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est chacun d'entre eux qui ont fait la force de ce mouvement. C'était pas une figure, deux figures ou trois figures. D'ailleurs, ils ont passé leur temps à expliquer qu'ils ne voulaient pas de figure, qu'ils ne voulaient pas de porte-parole. Et ça, moi, je les comprends, y compris là. Non, ce qui a fait la force de ce mouvement, c'est chacun de ceux qui étaient, qui se sont mobilisés à un moment ou à un autre. Donc, bien sûr que nous sommes allés discuter. Nous sommes allés discuter avec eux, y compris sur les ronds-points, y compris en affichant notre couleur politique, justement pour déclencher la discussion. Parce que s'il y a des moments où il est important de discuter politique, c'est bien cela. C'est bien quand on a envie d'agir et quand on cherche des solutions. C'est là qu'il doit y avoir de la politisation du débat et qu'on doit pouvoir soumettre toutes ces idées au pot commun, justement.
En vue de la présidentielle, est-ce que chez Lutte ouvrière, vous allez élaborer, ou est-ce que vous avez élaboré un programme avec des mesures claires que vous souhaiteriez voir arriver, ou c'est pas votre objectif? Alors, je vais clairement pas à la présidentielle avec un plan de gouvernement. Ouais, ça, enfin, voilà, oui, évidemment. Vous l'avez compris. J'y vais avec un plan de combat. Avec un plan de combat pour les travailleurs. Et moi, je pense qu'effectivement, dans ce plan, il y a bien sûr l'augmentation des salaires, leur indexation sur les prix et leur indexation sur l'inflation réelle, réelle, celle qu'on subit, pas celle qui est calculée officiellement par l'État et qui est sous-estimée. Donc, c'est l'indexation, c'est l'augmentation des salaires, ça serait déjà un rattrapage, et leur indexation automatique sur les prix. Mais c'est un objectif de combat, je le redis bien, parce que moi je n'ai rien à voir avec toutes ces promesses là qui sont en train de pleuvoir du matin au soir en ce moment, où on nous dit qu'on va doubler les salaires des enseignants ou augmenter les salaires de 10%. Moi je dis que toutes ces augmentations de salaire, elles sont légitimes, c'est sûr, mais faudra les arracher. Ce sera une question de rapport de force. C'est bien un objectif de combat. Dans le deuxième objectif de combat, moi je pense qu'il y a le problème de la lutte contre le chômage. Voilà, moi je pense qu'il faut répartir le travail entre tous. Il faut arrêter avec ces suppressions d'emplois, avec ces fermetures d'usines, et il faut répartir le travail qui existe. Certains ont même du travail par-dessus la tête, dans plein d'entreprises privées, sur des chaînes de montage, dans des petites entreprises, mais c'est vrai aussi partout dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services de l'État. Beaucoup ont du travail par-dessus la tête, il faut embaucher et qu'on se répartisse le travail. Et là oui, on serait en mesure effectivement de résorber le chômage. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe. Vous avez une idée du nombre d'heures par semaine qui devrait être travaillées ? Moi, j'ai surtout l'idée qu'il faut qu'on arrive à 0 chômeur. Donc, on doit se répartir les tâches qu'il y a à réaliser dans la société entre tous. C'est tout simple, vous voyez. Tout le monde a besoin d'un emploi pour vivre dignement. On doit prendre part. Et c'est comme ça, d'ailleurs. Enfin, la vraie vie, elle est là. C'est de trouver sa place aussi dans le cadre de cette société. Donc, tout le monde doit avoir un emploi. Moi, je pars des besoins des salariés, des besoins des femmes et des hommes. Je pars pas... à l'inverse de tous les autres candidats, je pars pas de ce que les capitalistes peuvent faire et peuvent octroyer. Moi, je parle des besoins des travailleurs et je dis que tout le monde a besoin d'un emploi. Donc, on doit se répartir le travail qui existe aujourd'hui entre tous. Et bien sûr, ça veut dire payer les salaires qui correspondent. Ces salaires qui correspondent, il faut les payer. On a puiser dans ces super profits, dans cet argent incroyable qui, non seulement qui aujourd'hui est atterri dans des caprices de riches incroyables, mais qui aussi est utilisé pour spéculer, par exemple, ce qui va nous sauter à la figure tôt ou tard. Donc, vous voyez, tout ça, ça serait des mesures de salubrité publique, j'ai envie de dire. J'ai du mal à imaginer l'articulation concrète, parce que donc là vous dites qu'il faut aller puiser dans les profits des entreprises, mais dans le premier temps vous avez aussi l'idée de collectiviser ces grandes entreprises. Donc c'est quoi? Ça fonctionne dans deux temps différents? Je suis convaincue. Moi je pense que ça fonctionnera d'abord avec des revendications essentielles, existentielles du monde du travail. C'est ça. Vous savez, c'est le pain, c'est le toit, c'est la paix, en l'occurrence, quand il y a des guerres, qui déclenchent des montées ouvrières et des révoltes ouvrières. Je pense que ça démarrera là-dessus, et je pense que c'est la raison pour laquelle je vous dis que mon plan de combat, c'est 0 chômeur, c'est des augmentations de salaire, et c'est d'imposer un contrôle sur ce qui se passe dans les entreprises. Ça, c'est des objectifs de combat très concrets qui devraient être l'objectif, mais de tous ceux qui appartiennent au monde du travail, en fait, parce que on y a tous intérêt à ça. On y a tous intérêt. Et moi, je pense que dans une montée de ces luttes et cette expérience que les travailleurs ils peuvent imposer leurs intérêts, qui peuvent avancer, eh bien oui,
Oui, ils viseront, y compris le pouvoir sur ces entreprises, ils viseront le fait d'exproprier la bourgeoisie et de gérer collectivement ces entreprises. Moi, je suis convaincu que si les travailleurs géraient collectivement Renault, par exemple, bah, il n'y aurait pas 15 000 suppressions d'emplois. Hein. Il n'y aurait pas 15 000 suppressions d'emplois. S'ils géraient la BNP Paribas, il n'y aurait pas toutes ces suppressions d'emplois, toutes ces agences qui ferment. Au contraire, il y aurait des créations d'emplois. Il y aurait des créations d'emplois parce que justement, on ferait en sorte que le travail, ça ne soit pas un enfer, ce qu'il est en train de venir dans plein d'entreprises, vu les cadences, les rythmes de travail, les relations, du coup, la pression et du coup l'atmosphère au travail, hein, partout. Il n'y aurait pas tout ça et on changerait le travail et puis on permettrait à chacun d'avoir un emploi. Mais comment est-ce qu'on décide de quelles activités on garde ou non? Parce que vous avez évoqué l'automobile, mais enfin on sait bien qu'à l'heure actuelle, compte tenu de la crise climatique, il y a des activités qu'il va falloir arrêter. C'est pas parce qu'on gère collectivement une entreprise qu'on ne défend pas des intérêts catégoriels aussi. Alors d'abord, je vous ferai remarquer que d'abord, les trusts automobiles restent des très grands trusts, très puissants et très très profitables. Hein. Très profitables parce que certes, il y a un discours, c'est fini les automobiles, il va falloir tourner la page, tout ce que vous voulez. Mais vous savez, le groupe PSA Stellantis, hein, la fusion PSA Fiat maintenant qui s'appelle Stellantis, vous vous rendez compte qu'ils vont afficher là 6 milliards de bénéfices rien que pour le premier semestre de cette année? 6 milliards. Alors, je veux bien qu'on me dise que c'est fini, que voilà. N'empêche qu'ils vont se mettre dans la poche 6 milliards. Mais ça, 6 milliards. Bah, avec ces 6 milliards, oui, c'est une chose. Sauf que justement, si ces 6 milliards de profit, les travailleurs pouvaient en disposer pour embaucher, pour décider de où on fait les investissements, qu'est-ce qu'on en fait de ces investissements? Est-ce que d'ailleurs on part sur de la voiture individuelle ou est-ce qu'on part sur du transport collectif? Est-ce qu'on part sur des voitures qui vont polluer ou est-ce qu'on part sur des voitures qui vont polluer le moins possible? Là, on pourrait se poser la question et on pourrait trancher collectivement. Et moi, je vous parie que le vote collectif, ça ne donnera pas la production de ces SUV incroyables. Là, on a l'impression que c'est des tanks qui se déplacent en ville, hein, mais ça donnera effectivement naissance à d'autres moyens de transport. D'accord. Oui, je suis pas spécialement pour. Est-ce qu'il y a des initiatives à l'heure actuelle dans le monde économique qui vous donnent des raisons d'espérer? Par exemple, le développement un peu des sociétés coopératives, c'est des signes que vous interprétez de manière positive ou quel regard vous portez sur ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire à l'heure actuelle? C'est clairement la démonstration que les travailleurs ils peuvent très bien gérer tout seuls des entreprises. Ils n'ont pas besoin de patrons, ils n'ont pas besoin d'une armada de chefs, de sous-chefs et de sous-sous-chefs pour faire tourner une entreprise, pour produire des richesses. Ils savent faire. Les travailleurs, ils savent faire. Les ouvriers, voilà, c'est eux qui sont d'ailleurs les mieux placés pour résoudre les problèmes techniques et c'est eux qui les résolvent. Voilà. Donc ils savent faire tourner les entreprises. Déjà, je trouve que l'existence de ces coopératives, eh bien, elle démonte cette idée qui est pourtant très répandue qu'il faut forcément des patrons pour faire tourner les entreprises. Non. Et gérer collectivement les choses, ça existe et ça se passe très bien. Voilà. Maintenant, le problème, c'est de mettre en coopérative la BNP Paribas, si vous voulez. Voilà. C'est de mettre en coopérative Sanofi, c'est de mettre en coopérative Total, toutes les grosses entreprises qui comptent et qui structurent le système productif. Il faut les mettre en coopérative. Mettons en coopérative Dassault. Mettons en coopérative Thales, Tesla, voilà. Et là, je peux vous dire qu'on aura entre les mains vraiment les rênes pour organiser l'économie telle qu'on pense qu'elle doit l'être, tous, collectivement. On pourra l'organiser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les capitalistes, ils ne l'organisent pas, ils la désorganisent. Ils la désorganisent parce que c'est le marché, parce que c'est... la concurrence, que rien n'est coordonné entre eux, puisqu'ils se mènent la guerre. Alors regardez ce qui s'est passé sur les sous-marins avec l'histoire de l'Australie, qui a finalement planté ses contrats. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même des ingénieurs qui ont bossé pendant des années dessus.
tout ça c'est foutu à la poubelle. Voilà. Ah, c'est super organisé tout ça, hein. Voilà. Et en plus, du coup, maintenant, voilà, ça a tendu les relations internationales, n'est-ce pas? Mais voyez, moi, tout ça, cette guerre économique incessante, cette guerre économique, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on considère maintenant normal. On n'imagine même pas vivre sans cette guerre économique. Mais vous vous rendez compte? Une guerre, je sais pas moi, la première réflexe face à une guerre, c'est de se poser la question comment on arrête la guerre. Bah là non, la guerre économique, bah c'est comme ça, on en a ad vitam aeternam, c'est éternel, la guerre économique. Bah non, justement non. Et moi je pense que c'est effectivement congénital au capitalisme, mais que ça fait partie, moi c'est une des raisons pour laquelle je le combats ce système, et je pense qu'il n'a pas d'avenir, ce système capitaliste. Si c'est la guerre, il n'a pas d'avenir. Mais comment est-ce que vous expliquez, enfin alors là si on revient un peu plus dans le concret, que le vote ouvrier se soit finalement reporté davantage vers l'extrême droite plutôt que rester finalement à gauche comme ça a été le cas jusque dans les années 70-80. J'ai regardé, par exemple en 1988, il y a 17% des ouvriers qui avaient voté pour Jean-Marie Le Pen. C'était 39% en 2017. Donc finalement, si c'est un parti comme Lutte ouvrière qui défend la voix des ouvriers, comment expliquer que les ouvriers aient quitté cette orientation politique ? Alors d'abord, les ouvriers, ils deviennent surtout des abstentionnistes en fait. Essentiellement. Hein. Et vous avez un peu la réponse dans votre question, hein, c'est qu'il y a eu un écœurement des partis de gauche dans la classe ouvrière, parce qu'ils y ont cru. Ils ont cru dans la gauche au pouvoir. Ils ont cru une fois Mitterrand arrivé au pouvoir, il allait leur changer la vie. Ils y ont cru aussi en Jospin. Ils y ont cru en... Alors, à chaque fois, c'était un peu moins. À chaque fois, la confiance était un peu effritée. Ben là, on peut dire que là, maintenant, voilà, ils y croient plus du tout, hein, mais parce qu'ils ont vu la gauche gouverner exactement comme la droite, voilà, malgré leurs belles sorties de campagne électorale, leurs belles promesses, la finance c'est mon ennemi, avait dit Hollande, et ben malgré ça, ils se couchent une fois au pouvoir. Voilà, ils font exactement ce que fait Macron, Biden, on en revient à la même discussion. Hein. C'est pas eux qui ont le pouvoir sur les capitalistes, mais c'est les capitalistes qui ont le pouvoir sur eux. Et ça a écœuré les classes populaires qui avaient confiance dans la gauche. Voilà, ça les a écœurés, ça les a désorientés, ça les a détournés de la politique. Voilà. Et vous me dites, mais pourquoi pas vous ? Parce que vous avez compris que moi, ma politique, c'était un appel à ce que les travailleurs fassent eux-mêmes, à ce qu'ils se battent, à ce qu'ils s'organisent, à ce qu'ils se réunissent, à ce que ils agissent par eux-mêmes. Et quand il n'y a pas cette combativité, quand il n'y a pas cette volonté-là de se défendre et de partir au combat, eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? On se résigne, on est complètement désorienté, on est prêt à se vouer à n'importe quel diable, y compris l'extrême droite, c'est aussi les préjugés. Quand on ne se sent pas capable de s'affronter avec les puissants, on tombe à bras raccourcis sur le pauvre, qui a moins de moyens de se défendre. Et on se dit, finalement, s'il n'était pas là, j'en aurais un petit peu plus. Vous savez, c'est typiquement... moi, j'ai toutes les caricatures qui circulent. Vous savez, alors, il y a une table. Alors, il y a un capitaliste, il est devant une assiette qui est remplie de petits pains. En face, il y a un ouvrier, il a son petit pain. Et puis, il y a un immigré qui est au bout. Et le capitaliste dit à l'ouvrier, attention, l'immigré, il va vous voler votre pain. Voilà. Sauf que, si l'ouvrier n'a pas envie de se battre pour aller chercher les pains dans la gamelle du capitaliste, oui. Il se dit, il faut que je sauvegarde mon petit pain. Vous voyez ? Voilà l'histoire. C'est imagé, excusez-moi de... Non, mais c'est très bien. Mais en résumé, c'est une question de combativité. Et je suis convaincue que dès que les luttes reviendront, dès que les travailleurs reprendront confiance dans leurs forces collectives, qui relèveront la tête, c'est pas du côté des préjugés, c'est pas du côté de l'extrême droite qui y regarderont. C'est du côté d'organisations comme nous, bien sûr. Et ça a toujours été le cas.
Et vous savez, c'est précisément après des grandes grèves, des grands mouvements sociaux que justement les syndicats grandissent, explosent numériquement et que les partis politiques aussi révolutionnaires se développent. Voilà, mais c'est normal, c'est normal. Vous voyez, moi, tout ce que je porte, cette conscience que les travailleurs, faut qu'ils se battent. Moi, je la fonde sur toute l'histoire du mouvement ouvrier, parce que les travailleurs, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est quand ils se sont battus qu'ils ont avancé. Moi, c'est une conviction profonde que j'ai, et je sais que ça redémarrera. Voilà. Mais voilà, quand on galère du matin au soir et qu'on n'arrive pas à remplir son frigo et qu'on n'arrive pas à trouver du boulot, etc., moi, je comprends qu'à un moment donné, on baisse les bras. Alors, moi, je suis là pour dire, de toute façon, va falloir repartir au combat. Voilà, c'est ce qui est nécessaire. On a 2 questions pour terminer. La première, c'est qu'est-ce que ça évoque pour vous le pluralisme ? Le pluralisme, moi, j'espère qu'au nom du pluralisme, j'aurai la possibilité de faire entendre ma voix, voilà, ma voix communiste révolutionnaire dans le cadre de ces élections. Voilà. Maintenant, il n'y a pas vraiment de pluralisme réellement, parce que même au niveau des médias, enfin des grands médias, je parle des grands médias, je parle des grands médias, les choses sont très verrouillées, et les choses effectivement se passeront entre grands partis, en quelque sorte. Après, oui, le pluralisme, c'est la possibilité de pouvoir défendre, y compris des idées qui sortent du cadre. Dernière question, on voudrait savoir ce que c'est un peu votre environnement intellectuel. Qu'est-ce que vous lisez comme médias au quotidien ou comme livres à l'heure actuelle, par exemple, ou peut-être des livres qui vous ont marqué, ou d'autres formes d'art, je ne sais pas. Peut-être des films, n'importe quoi. Ah oui, moi je suis très bon public. Là, j'ai re-regardé quelques Belmondo quand même. Je suis très bon public. Au niveau de la presse, je lis les grands journaux. Le Parisien, le Figaro, Libé, les Échos, l'Huma, l'Humanité. Voilà, c'est bien sûr, ça fait partie aussi de la vie politique. Et puis, j'aime beaucoup lire les romans, bien sûr, oui. Les romans, alors certains me touchent plus qu'aux d'autres, mais... moi je me souviens. Alors, il y a beaucoup de romans qui m'émeuvent énormément. Tous ceux qui racontent leur vie de migrants. Par exemple, ne me dites pas que tu n'as pas peur, par exemple, ou que je n'ai pas peur, je me souviens plus. C'était cette athlète somalienne qui a été invitée au JO. Qui a participé au JO, qui a en essayant de migrer illégalement, qui finalement s'est noyé. Mais sinon, j'aime beaucoup les polars. Là, j'ai lu un polar de Dominique Manotti qui s'appelle Marseille 73, que je recommande d'ailleurs. Donc, je suis un peu touche à tout. Voilà, j'aime beaucoup les romans aussi. Ouais. Très bien. Bien, merci Nathalie Arthaud. De rien. Avec plaisir. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi l'émission. Le Pluraliste vit grâce à vos dons. Vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet. Merci de votre soutien et à très vite.